La tasse de café a heurté le sol de la cuisine avec un craquement sec, éclaboussant le carrelage blanc de liquide brun. Ma femme est restée là, figée, me dévisageant comme si je venais de la gifler. Mais honnêtement, après tout ce que j'avais entendu sur moi-même au cours des 6 derniers mois, peut-être qu'elle l'avait bien mérité. « Qu'est-ce que tu viens de dire » a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible par-dessus le goutte-à-goutte du café qui tombait du bord du comptoir. Je n'ai pas immédiatement levé les yeux de mon livre. Je l'ai laissé mariner quelques secondes. Quand j'ai finalement levé les yeux, je me suis assuré que mon expression était aussi neutre que la Suisse. Tu m'as entendu. Je m'entraîne à être froid, parce que bientôt, je n'aurai plus besoin de m'entraîner. Elle s'est agrippée à l'îlot de cuisine pour se soutenir, ses jointures devenant blanches. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ça, c'était un comble. La même femme qui avait passé la dernière année à dire à ses amis du club de lecture que j'étais émotionnellement indisponible et que je n'allais nulle part dans la vie ne comprenait soudainement plus le français courant. La même femme qui avait ri avec sa sœur de la façon dont je m'étais laissé aller et du fait qu'elle méritait mieux était maintenant complètement confuse. Vraiment ? J'ai fermé mon livre et l'ai posé soigneusement. Tu ne comprends pas ? Eh bien, laisse-moi t'aider. Jeudi dernier, quand tu étais au téléphone avec ta mère, tu as dit, et je cite, « Je ne sais pas pourquoi je me suis contenté de quelqu'un avec si peu d'ambition. » Ça te dit quelque chose ? Son visage est devenu blême. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai continué. Ou que dire d'il y a 2 semaines au barbecue ? Tu as dit à tout le monde à portée de voix que j'avais de la chance de t'avoir et que tu pourrais trouver tellement mieux. Dois-je continuer ? Tu sors les choses de leur contexte. Ah oui ? Je me suis levé de la table de la cuisine, ma chaise grinçant contre le sol. Parce que j'ai environ 6 mois de contexte. 6 mois où tu as raconté à quiconque voulait bien l'entendre à quel point tu étais déçu de ton choix de mari. 6 mois où tu m'as traité comme une sorte de prix de consolation avec lequel tu es coincé. Elle a commencé à s'avancer vers moi, les mains tendues. Chérie, tu ne comprends pas. Je ne faisais que vider mon sac. Tout le monde se plaint de son conjoint de temps en temps. J'ai reculé, gardant la distance entre nous. Tout le monde ne passe pas son temps à préparer sa fuite. Ça l'a glacé sur place. Toute couleur a quitté son visage. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle dit, mais sa voix s'est brisée sur le dernier mot. J'ai observé attentivement sa réaction. Tu crois que je ne remarque rien ? Tu penses que je suis trop stupide pour voir ce qui se passe juste sous mon nez ? Je me suis approché de la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé notre jardin. Le même jardin où, il y a 3 mois, elle avait dit à ses amis qu'elle réévaluait ses choix de vie. Le même jardin où elle s'était plainte d'être enchaînée à quelqu'un qui manque de dynamisme. Voici ce que je sais, ai-je dit sans me retourner. Je sais que depuis 1 an, tu me démolis systématiquement auprès de tout ton entourage. Je sais que tu me traites comme une source d'embarras, et je sais que tu prépares le terrain pour quelque chose. Quand je me suis retourné pour lui faire face, elle pleurait. Mais ce n'étaient pas les larmes de quelqu'un qui se sentait coupable d'avoir blessé son partenaire. C'étaient les larmes de quelqu'un qui s'était fait prendre. Alors, quand tu me demandes pourquoi j'ai été froid ces derniers temps, ai-je poursuivi, la réponse est simple. Je me prépare à ce qui va arriver. Je développe une immunité au fait de me soucier de quelqu'un qui a clairement cessé de se soucier de moi il y a longtemps. Elle s'est effondrée sur l'une des chaises de la cuisine, tout son corps tremblant. Ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent. Non, ai-je convenu. Je parie que non. Mais nous y voilà. Le café continuait de s'étaler sur le sol, atteignant le bord du tapis de cuisine. Aucun de nous n'a bougé pour nettoyer. Nous sommes restés là, au milieu des décombres de ces plans si soigneusement élaborés, avec la vérité enfin révélée au grand jour. Et pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement calme. Avec le recul, j'aurais dû le voir venir il y a des années. Mais quand on est au cœur de la situation, quand quelqu'un érode lentement votre confiance, un commentaire à la fois, on ne remarque pas le schéma avant qu'il ne soit presque trop tard. Ça a commencé doucement. 3 ans après notre mariage, à la fête de Noël de mon entreprise, elle m'a présenté à ses nouveaux collègues comme « mon mari », qui travaille dans le support informatique. Pas « mon mari », qui est analyste système, ou « mon mari », qui gère la sécurité des réseaux, juste « support informatique ». Comme si je réparais des imprimantes pour gagner ma vie. Quand je l'ai corrigée plus tard dans la soirée, elle a balayé ça d'un rire.
Est-ce que ça a vraiment de l'importance comment je l'appelle? La plupart des gens ne comprennent rien à la technologie de toute façon. Mais ça avait de l'importance, parce que le mois suivant, au mariage de son ami, je suis devenu mon mari, qui se débrouille bien avec les ordinateurs. L'été suivant, j'étais mon mari, qui fait des trucs d'ordinateur. Chaque présentation me faisait paraître plus petit, moins important. Puis sont venues les remarques sur mon physique. Au début, elles étaient déguisées en sollicitude. Chérie, peut-être que tu devrais venir à la salle de sport avec moi. Tu sais, pour ta santé. Cela a évolué en blague devant nos amis. Eh bien, on dirait que quelqu'un a un peu trop profité de ma cuisine, disait-elle en me tapotant le ventre lors des dîners. Le pire, ce n'était pas les commentaires eux-mêmes. C'était de voir le visage de nos amis quand elle les disait. Le silence gêné, le rire forcé, la façon dont ils changeaient rapidement de sujet parce que même eux voyaient à quel point c'était inapproprié. Mais la véritable prise de conscience est survenue il y a environ 8 mois. Nous étions chez sa sœur pour le dîner du dimanche et la conversation a tourné autour des ambitions professionnelles. Son beau-frère venait d'être promu directeur régional dans son entreprise. C'est incroyable, a dit ma femme. J'adore être entouré de gens ambitieux. C'est si inspirant. Sa sœur a hoché la tête. Absolument. Il n'y a rien de plus attirant que le dynamisme et la détermination. Exactement, a approuvé ma femme, jetant un rapide regard dans ma direction. Certaines personnes se contentent de se laisser porter par la vie, mais j'ai toujours été attiré par les fonceurs. L'insinuation était limpide. Je n'étais pas un fonceur. J'étais quelqu'un qui se laissait porter, quelqu'un pour qui elle s'était contentée, plutôt que quelqu'un qu'elle avait choisi. Cette nuit-là, j'ai commencé à prêter plus d'attention. Et une fois que vous commencez à chercher un schéma, vous ne pouvez plus l'ignorer. À l'apéro de son bureau, elle mentionnait comment certaines personnes manquent d'ambition. Lors des réunions de voisinage, elle louait les autres maris pour leur initiative, tout en ne trouvant jamais rien de louable dans la mienne. Quand ses amis d'université venaient nous voir, elle orientait les conversations vers leur carrière réussie tout en évitant les questions sur la mienne. Le point de rupture est arrivé il y a 6 mois, à l'anniversaire de sa cousine. J'étais dans la cuisine en train de chercher des boissons quand je l'ai entendu parler à un groupe de ses parentes. Honnêtement, parfois je me demande à quoi je pensais, a-t-elle dit, ne sachant pas que j'étais à portée de voix. Je veux dire, c'est un type bien, mais il n'a aucun dynamisme, aucune ambition. Il rentre à la maison, regarde Netflix, et c'est toute sa vie. Ma belle, tu mérites quelqu'un qui soit à ton niveau d'énergie, a répondu une de ses cousines. Je sais, n'est-ce pas? Je me pousse toujours à grandir, à accomplir plus, et lui se contente d'être médiocre. Je suis resté là, 2 verres à la main, écoutant ma femme me décrire comme si j'étais une sorte de fardeau qu'elle transportait, comme si j'étais un poids mort dans sa vie réussie et ambitieuse. À partir de ce moment, tout a changé pour moi. J'ai commencé à documenter chaque affront, chaque commentaire méprisant, chaque fois qu'elle me faisait sentir petit en public. Non pas parce que je planifiais une vengeance, mais parce que j'avais besoin de comprendre si cela se produisait vraiment ou si j'étais trop sensible. Les preuves étaient accablantes. Des captures d'écran de SMS à ses amis où elle me qualifiait de « démotivé ». Des notes sur des conversations où elle me comparait défavorablement à d'autres hommes. Des comptes rendus de situations sociales où elle m'avait rabaissé ou mis dans l'embarras. Mais la preuve la plus accablante venait de ses propres actions. La façon dont elle oubliait de mentionner mes réussites aux gens. La façon dont elle minimisait mon travail lorsqu'on lui posait directement la question. La façon dont elle levait les yeux au ciel quand j'exprimais une opinion sur tout ce qui touchait à la carrière. Il y a 3 mois, j'ai pris une décision. Si elle voulait me traiter comme si j'étais insignifiant, alors je commencerais à la traiter comme si elle était insignifiante aussi. Fini d'essayer de l'impressionner. Fini de chercher son approbation. Fini de prétendre que ses critiques constantes étaient des retours constructifs. J'ai commencé à répondre à ses plaintes avec indifférence. Quand elle critiquait mes vêtements, je haussais les épaules et continuais à porter ce que je voulais. Quand elle faisait des remarques désobligeantes sur mon travail, je hochais simplement la tête et changeais de sujet. Quand elle essayait de me mettre dans l'embarras en public, je souriais simplement et laissais ces mots flotter dans l'air sans me défendre. Le changement dans mon comportement l'a clairement déconcertée. Elle était habituée à obtenir des réactions de ma part. Elle était habituée à ce que je redouble d'efforts quand elle exprimait sa déception,
mais maintenant je ne lui donnais plus rien sur quoi travailler. Et apparemment, ça lui faisait plus peur qu'elle ne l'avait prévu. La découverte qui a tout changé s'est produite un mardi matin de mars. Elle était partie tôt au travail, prétextant une réunion importante avec son chef de service. Je travaillais de la maison ce jour-là, résolvant des problèmes de serveur pour un client, quand j'ai réalisé qu'elle avait oublié son iPad sur le comptoir de la cuisine. Normalement, je le lui aurais apporté à son bureau sans hésiter. Mais quelque chose m'a fait hésiter. Peut-être était-ce la façon dont elle était devenue secrète avec son téléphone ces derniers temps, ou comment elle avait commencé à fermer son ordinateur portable chaque fois que j'entrais dans la pièce. Quoi qu'il en soit, la curiosité a pris le dessus. L'iPad n'était pas protégé par un mot de passe. Elle avait toujours dit qu'elle n'avait rien à cacher, alors pourquoi s'embêter avec la sécurité? Cette confiance allait causer sa perte. La première chose que j'ai remarquée était un brouillon de mail dans son compte personnel. L'objet était « Demande de consultation, procédure de divorce ». Mon estomac s'est noué, mais j'ai continué à lire. Cher maître Johnson, je vous écris pour me renseigner sur vos services concernant un éventuel divorce. Je suis actuellement marié mais je prévois d'engager la procédure dans les 6 à 8 prochains mois, une fois que certaines questions financières seront réglées. J'apprécierais une consultation confidentielle pour discuter de la division des biens et des considérations relatives à la pension alimentaire. L'email datait de 2 semaines, mais il était toujours dans ses brouillons. Elle ne l'avait pas encore envoyé, mais l'intention était claire. Elle ne se plaignait plus seulement de notre mariage à ses amis. Elle planifiait activement sa stratégie de sortie. Je me suis rassise sur ma chaise, en train de digérer ce que je venais de lire. 6 à 8 mois. Elle se donnait un délai. Mais quelle question financière devait être réglée en premier? C'est là que je me suis souvenu de sa récente promotion. Il y a 3 mois, elle avait été promue directrice marketing senior avec une augmentation de salaire significative. Elle avait célébré en s'achetant une montre chère et en parlant d'avoir enfin le revenu qu'on mérite. À l'époque, je pensais qu'elle était juste excitée par son avancement professionnel. Maintenant, je comprenais. Elle attendait d'être suffisamment stable financièrement pour me quitter. J'ai continué à fouiller dans ses messages et j'ai trouvé une conversation par SMS avec sa sœur de la semaine précédente. Je suis enfin dans une position où je n'ai plus besoin de dépendre de qui que ce soit. Alors, tu vas vraiment le faire? Je pense que oui. Je dois juste être intelligente sur le timing. Peut-être après avoir reçu ma prime en juin. Et la maison? Il devra probablement la vendre. Il ne pourra jamais se permettre les mensualités avec son seul salaire. Bien joué, sœurette. Tu parles de ça depuis des années. Des années. Elle planifiait ça depuis des années. J'ai fait défiler des mois de messages, trouvant des conversations dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Des discussions sur la vie après le divorce, des questions sur les applications de rencontres, des plaintes sur le fait d'être coincé dans une relation qui ne va nulle part. Mais la conversation la plus révélatrice était avec sa colocataire d'université du mois dernier. Je l'ai complètement dépassé. Quand on s'est marié, je pensais qu'il avait du potentiel, mais il est exactement la même personne qu'il y a 5 ans. Tu lui as dit ce que tu ressens? À quoi bon? Il ne va pas soudainement devenir ambitieux juste parce que je le lui demande. Certaines personnes se contentent de la médiocrité. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je constitue mon dossier. Je documente tout. Je m'assure de sortir de tout ça dans la meilleure position possible. Constituer son dossier. Cela expliquait tant de choses. Ces critiques constantes n'étaient pas seulement le signe de son insatisfaction. C'était sa façon de créer un récit où j'étais le problème, où son départ était justifié, où elle était la victime qui avait tout essayé pour que ça marche. J'ai trouvé des dossiers sur son iPad intitulés « Planification financière » et « Arrangement de vie ». Elle avait recherché des appartements en ville, calculé son budget post-divorce, et même regardé des meubles pour son nouvel endroit. Elle avait planifié chaque détail de sa nouvelle vie sans moi. Mais ce sur quoi elle n'avait pas compté, c'est que je n'étais pas la même personne qu'elle croyait. Pendant qu'elle était occupée à documenter mes prétendus échecs, j'avais discrètement réussi au travail. Ma dernière évaluation de performance était assortie d'une opportunité de promotion dont je ne lui avais pas encore parlé. Mon portefeuille d'investissement avait considérablement augmenté au cours de la dernière année.
Le travail de consultant que je faisais le week-end avait constitué un joli compte d'épargne dont elle ignorait l'existence. Elle avait été si concentrée à me dépeindre comme un raté qu'elle avait cessé de prêter attention à ma réussite réelle. J'ai fait des captures d'écran de tout, chaque conversation, chaque brouillon de mail, chaque recherche d'avocat spécialisé en divorce. Puis j'ai tout copié sur un compte de stockage en ligne sécurisé auquel elle ne pouvait pas accéder. Le soir, quand elle est rentrée en se plaignant de sa journée stressante et du fait que, certaines personnes ne comprennent pas à quel point je travaille dur, j'avais une image complète de sa tromperie. Elle m'a demandé pourquoi j'avais l'air distrait pendant le dîner. Je lui ai dit que je pensais juste à des trucs de travail. Elle a hoché la tête avec sympathie et a dit qu'elle comprenait à quel point mon travail pouvait être accablant. L'ironie était presque comique. Elle exprimait une fausse inquiétude pour mon faux stress, alors que j'étais assis sur la preuve de sa véritable trahison. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait à côté de moi, rêvant probablement de sa nouvelle vie indépendante, je suis resté éveillé à élaborer mes propres plans. Si elle voulait jouer à des jeux, je pouvais aussi jouer. Mais contrairement à elle, je n'allais pas attendre des mois pour agir. L'élève était sur le point de dépasser le maître. Le lendemain matin, j'ai appelé pour dire que j'étais malade. Non pas parce que j'étais vraiment malade, mais parce que j'avais des rendez-vous importants à prendre. Premier arrêt, ma propre consultation d'avocat. Contrairement à l'approche prudente de ma femme, je n'ai pas perdu de temps avec des brouillons de mail ou des hésitations. Je suis entré dans le cabinet d'avocat Thomson et associé à 9 heures précises et j'ai tout mis sur la table, les captures d'écran, les conversations documentées, les preuves de sa planification et de sa préparation. L'avocate, une femme expérimentée dans la cinquantaine, a tout examiné avec intérêt. Votre femme a été très minutieuse dans sa planification, a-t-elle dit. Malheureusement pour elle, une planification minutieuse fonctionne dans les deux sens. À midi, j'avais ma propre stratégie. Évaluations immobilières, estimation d'actifs et une compréhension claire de mes droits. Plus important encore, je comprenais ses vulnérabilités. Son calendrier dépendait du secret et du maintien de l'effet de surprise. Enlevez-lui ça, et tout son plan s'effondrait. La deuxième phase de ma réponse a commencé cet après-midi-là. Si elle voulait me traiter comme si j'étais invisible, je lui donnerais exactement ce qu'elle avait demandé. Mais au lieu de l'invisibilité vaincue à laquelle elle s'attendait, je lui donnerai une indifférence stratégique. Quand elle est rentrée du travail, j'étais en train de lire sur le canapé. Elle a commencé à me raconter sa journée, à quel point ses réunions étaient épuisantes, à quel point elle était sous pression. J'ai écouté sans commenter, hochant la tête de temps en temps, et je suis retourné à mon livre quand elle a eu fini. C'est tout, a-t-elle demandé. Pas de questions, pas de soutien. J'ai levé les yeux brièvement. On dirait que tu t'en es bien sortie toute seule. Elle est restée là un instant, s'attendant clairement à plus d'engagement. Quand elle ne l'a pas obtenu, elle a essayé une approche différente. Je pensais qu'on pourrait essayer ce nouveau restaurant en ville ce week-end. Tu sais, passer un peu de temps de qualité ensemble. J'ai des plans, ai-je répondu sans plus de détails. Quels plans? Juste des plans. La confusion sur son visage était évidente. Pendant des mois, elle s'était plainte que je ne prenais jamais d'initiative, que j'étais trop à l'aise dans la routine. Maintenant que je montrais de l'indépendance, elle ne savait pas comment le gérer. Au cours des semaines suivantes, j'ai maintenu cette nouvelle dynamique. J'ai arrêté de lui demander comment s'était passée sa journée. J'ai arrêté d'essayer de faire la conversation pendant le dîner. Quand elle critiquait quelque chose à propos de la maison ou de mes habitudes, je disais simplement « d'accord » et continuais ce que je faisais. Mais le vrai changement s'est produit lorsque nous étions entourés d'autres personnes. À l'anniversaire de son amie, elle a essayé sa routine habituelle de lancer des pics subtils sur mon manque d'ambition. Mais au lieu de me mettre sur la défensive ou d'essayer de me justifier, j'ai juste souri et laissé ces mots planer dans le silence gêné. Eh bien, a-t-elle dit, cherchant clairement une réaction, certains d'entre nous se contentent de là où ils sont dans la vie. Absolument, ai-je acquiescé joyeusement. Le contentement est sous-estimé. Ses amis semblaient confus. Ce n'était pas le scénario auquel ils étaient habitués. Elle a réessayé plus tard dans la soirée. Je n'arrête pas de lui dire qu'il devrait être plus proactif dans sa carrière, mais vous savez comment sont les hommes quand il s'agit de prendre des conseils. J'ai hoché la tête d'un air pensif. Elle a tout à fait raison. Je devrais probablement écouter les conseils de carrière de quelqu'un qui a eu un succès aussi remarquable. Le commentaire était parfaitement neutre en surface,
mais tout le monde à table connaissait son parcours professionnel. Elle avait été écartée pour plusieurs promotions avant d'obtenir enfin son poste actuel. Ma reconnaissance subtile de son succès remarquable a simplement souligné à quel point ses réalisations étaient en fait ordinaires. Elle a passé le reste de la soirée à essayer de se remettre de cet échange, mais le mal était fait. C'est devenu ma nouvelle stratégie. Au lieu de me défendre contre ses attaques, je les redirigeais vers elle de manière à exposer son comportement sans me faire passer pour quelqu'un de vindicatif. Quand elle se plaignait de mon manque d'évolution, je la remerciais d'être si investie dans mon développement. Quand elle faisait des blagues sur mon apparence, j'exprimais ma gratitude pour ses observations détaillées. L'effet a été remarquable. Les gens ont commencé à remarquer à quelle fréquence elle me critiquait et avec quelle grâce je le gérais. Le récit qu'elle avait construit sur notre mariage a commencé à changer. Au lieu de me voir comme le problème, les gens ont commencé à la voir comme inutilement dure. Le moment le plus satisfaisant est arrivé 3 semaines après ma découverte. Nous étions à un barbecue de quartier et elle parlait à un groupe d'épouses des objectifs de carrière et de l'ambition. Comme d'habitude, elle a commencé à faire des références voilées aux gens qui se contentent de moins et ne se dépassent pas. C'est alors que notre voisine a demandé directement « Que fait exactement votre mari ? Vous parlez parfois de travail, mais vous n'expliquez jamais vraiment. » Avant qu'elle ne puisse donner l'une de ses réponses dédaigneuses, j'ai pris la parole. Je gère la cybersécurité pour des entreprises de taille moyenne. Des trucs ennuyeux, vraiment. Protection des données, évaluation des menaces, conseil en conformité. Rien d'aussi excitant que les campagnes marketing. Le mari de notre voisine, qui travaillait dans la finance, s'est immédiatement redressé. C'est un domaine énorme en ce moment. Toutes les entreprises avec lesquelles je travaille recherchent désespérément de bons spécialistes de la cybersécurité. La demande doit être incroyable. Ça me tient occupé, ai-je dit modestement. Surtout avec le travail de consultant en parallèle. Vous faites du consulting aussi, a demandé un autre voisin. Ça doit être lucratif. J'ai haussé les épaules. Ça paie les factures. Ma femme est restée là, écoutant cette conversation avec un malaise croissant. Pendant des mois, elle m'avait dépeint comme professionnellement stagnant, alors qu'apparemment, j'avais développé une activité de consultant dont elle ne savait rien. Après la fête, elle m'a coincé à la maison. Depuis quand fais-tu du consulting ? Depuis toujours, ai-je répondu. Tu n'as jamais demandé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Je l'ai regardé avec une curiosité sincère. Est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Tu as été assez clair sur le fait que mon travail ne valait pas la peine d'être discuté. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis a semblé réaliser le piège qu'elle s'était tendu. Si elle prétendait se soucier de ma carrière, cela contredirait des mois de comportement méprisant. Si elle admettait qu'elle s'en fichait, elle confirmerait exactement ce que je venais de dire. Ce n'est pas juste, a-t-elle finalement réussi à dire. Peut-être pas, ai-je convenu. Mais c'est exact. Pour la première fois depuis que j'avais découvert ses plans, j'ai vu une véritable incertitude dans ses yeux. La femme confiante qui avait systématiquement planifié sa stratégie de sortie commençait à réaliser qu'elle ne connaissait peut-être pas son mari aussi bien qu'elle le pensait. Et c'était exactement là où je la voulais. Le premier signe qu'elle commençait à paniquer est arrivé 2 semaines plus tard. Un matin, je suis entré dans la cuisine pour la trouver en train de faire des crêpes maison. Elle n'avait pas préparé de petit déjeuner depuis plus d'1 an. Surprise, dit-elle avec une gaieté forcée. Je me suis dit qu'on pourrait prendre un bon petit déjeuner ensemble avant le travail. Je me suis servi un café et je me suis assis. Merci. C'est inattendu. J'ai pensé que nous ne passions pas assez de temps de qualité ensemble, a-t-elle poursuivi. Peut-être qu'on devrait prévoir une escapade d'un week-end. Tu sais, pour se reconnecter. Se reconnecter à quoi, exactement, ai-je demandé, sincèrement curieux. Elle a fait une pause, en pleine action. L'un à l'autre. À ce qui nous rendait heureux au début. J'ai hoché la tête et j'ai mangé mes crêpes sans autre commentaire. Elles étaient plutôt bonnes, mais je n'allais pas lui donner la réponse enthousiaste qu'elle cherchait. Au cours des jours suivants, elle a intensifié ses efforts. Soudain, elle s'intéressait à mes projets de travail. Elle posait des questions détaillées sur mes clients en consulting. Elle complimentait mes vêtements, ma coupe de cheveux, même mes choix de séries sur Netflix.
La femme qui avait passé des mois à tout critiquer chez moi agissait maintenant comme si j'étais la personne la plus fascinante qu'elle ait jamais rencontrée. Mais son geste le plus désespéré est survenu 3 semaines après le petit déjeuner aux crêpes. Je travaillais tard dans mon bureau à domicile quand elle est apparue dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une lingerie que je n'avais pas vue depuis plus d'1 an. « Viens te coucher », a-t-elle dit d'une voix qu'elle pensait probablement séduisante. « Tu me manques. » J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. J'ai une échéance pour un client demain. « Le travail peut attendre », a-t-elle dit en se rapprochant. Nous, non. En fait, le travail ne peut pas attendre. Le client me paie très bien pour ce projet. Elle s'est assise sur le bord de mon bureau, n'abandonnant manifestement pas. Depuis quand es-tu devenu un tel bourreau de travail? Depuis que j'ai réalisé à quel point j'aime réussir dans quelque chose. Le commentaire l'a frappé exactement comme prévu. J'ai sauvegardé mon travail et j'ai fermé l'ordinateur portable. Pourquoi voudrais-tu changer? Selon toi, c'est moi qui manque d'ambition et de dynamisme. C'est moi qui me contente de la médiocrité. Pourquoi quelqu'un d'aussi réussi et motivé que toi voudrait changer pour quelqu'un comme moi? Elle m'a regardé, piégée par ses propres mots. Je ne pensais pas ces choses, a-t-elle dit doucement. Lesquelles spécifiquement? La partie où je n'ai aucun dynamisme? La partie où tu mérites mieux? La partie où tu te demandes à quoi tu pensais en m'épousant? Son visage est devenu blême. Elle n'avait pas réalisé que j'avais entendu cette conversation particulière. Tu as entendu ça? J'entends beaucoup de choses. La question est, pourquoi devrais-je croire que tu ne pensais rien de tout ça? Parce que ça semblait plutôt sincère à l'époque. Elle s'est mise à pleurer, mais c'était les larmes de quelqu'un qui avait réalisé avoir très mal calculé son coup. J'étais juste frustré, a-t-elle dit à travers ses larmes. Le mariage, c'est difficile. Pendant des mois. Tu as dit des choses que tu ne pensais pas pendant des mois, à de multiples personnes, dans des conversations détaillées sur à quel point je suis décevant. Elle ne pouvait pas répondre à cela, car nous savions tous les deux la vérité. Elle avait pensé chaque mot quand elle l'avait dit. Elle ne le pensait juste plus maintenant que sa stratégie de sortie s'effondrait. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Voici le truc, ai-je dit sans me retourner. Tu as passé la meilleure partie de l'année à convaincre tout ton entourage que je ne vaux pas la peine de rester marié. Ta famille, tes amis, tes collègues. Tu as bâti tout un dossier sur pourquoi tu mérites mieux que moi. Je peux arranger ça. Le problème, ai-je continué, c'est que j'ai commencé à être d'accord avec toi. Le silence qui a suivi était assourdissant. Elle était là, dans sa lingerie, en pleurs, alors que tout le poids de sa situation lui tombait enfin dessus. La fin est arrivée un samedi matin de juin, exactement au moment où elle avait prévu de mettre en œuvre sa propre stratégie de sortie. L'ironie ne m'a pas échappé. Je l'ai trouvée dans la cuisine, faisant défiler frénétiquement son téléphone. Un problème, ai-je demandé en me servant un café. Elle a levé les yeux, rouge d'une nuit apparemment blanche. Il faut que je te parle de quelque chose d'important. Bien sûr. Je me suis assis en face d'elle, curieux de voir comment elle allait jouer cette dernière carte. Je sais que les choses ont été difficiles entre nous ces derniers temps, a-t-elle commencé, la voix tremblante, mais je pense que nous devrions envisager une thérapie de couple. Vraiment nous engager à réparer notre mariage. J'ai siroté mon café et j'ai attendu. J'ai déjà trouvé un thérapeute. Pourquoi maintenant, ai-je simplement demandé. La question a semblé la déséquilibrer. Comment ça, pourquoi maintenant? Parce que notre mariage vaut la peine de se battre. Vraiment? Parce qu'il y a 6 mois, tu as dit à ta sœur que tu m'avais complètement dépassé. Il y a 3 mois, tu as cherché des avocats pour divorcer. Le mois dernier, tu regardais des appartements en ville. J'ai fait une pause, regardant son visage devenir complètement blanc. Donc, je suis curieux de ce changement de cœur soudain. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. La partie était terminée, et nous le savions tous les deux. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert un dossier que j'avais préparé des semaines plus tôt. Tu veux voir les captures d'écran? Les brouillons de mai, les conversations sur ton calendrier et ta stratégie de sortie? Ses mains se sont mises à trembler. Comment as-tu? Ton iPad. Tu l'as laissé déverrouiller ce mardi matin de mars. La couleur a complètement quitté son visage. Elle fixait les preuves de sa tromperie, ses plans soigneusement construits mis à nu. Je peux expliquer.
En fait, non, ai-je interrompu calmement. Parce que j'ai passé les 3 derniers mois à avoir mes propres consultations, avec mon propre avocat, avec un conseiller financier, avec un agent immobilier. Elle m'a regardé comme si elle voyait un étranger. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai posé mon téléphone et je l'ai regardé directement. Je veux dire que pendant que tu étais occupé à planifier de me quitter, je planifiais de te quitter. La différence, c'est que moi, je suis allé jusqu'au bout. Je ne comprends pas, les papiers du divorce sont déposés lundi. Tu seras assigné d'ici mercredi. La maison est mise en vente vendredi prochain. Tu as jusqu'à la fin du mois pour trouver un autre endroit où vivre. Elle s'est levée d'un bond de sa chaise. Tu ne peux pas faire ça. C'est aussi ma maison. En fait, non. L'hypothèque est à mon nom seul. Mon crédit, mon apport, ma responsabilité. La panique dans ses yeux était maintenant totale. Mais je n'ai nulle part où aller. Je ne peux pas me le permettre. C'est regrettable. Tu aurais peut-être dû y penser avant de passer un an à dire à tout le monde à quel point tu pourrais faire mieux sans moi. Elle a commencé à faire les 100 pas dans la cuisine. C'est insensé. On peut arranger ça. J'ai fait des erreurs, mais les gens font des erreurs. Tu as tout à fait raison, ai-je convenu. Les gens font des erreurs. Ton erreur a été de supposer que j'étais trop stupide, trop passif et trop à l'aise pour remarquer ce que tu faisais. Je me suis retourné vers elle une dernière fois. Nous sommes en train de parler. Je te dis que ton plan a parfaitement fonctionné. Tu m'as convaincu que tu méritais mieux que moi. Tu as convaincu tout le monde aussi. Félicitations. J'avais tort. Non, tu avais raison. Tu mérites mieux qu'un mari qui manque d'ambition et de dynamisme. Quelqu'un qui se contente de la médiocrité. J'ai souri sans chaleur. Le problème, c'est que je mérite aussi mieux qu'une femme qui a passé un an à détruire systématiquement ma réputation tout en planifiant sa fuite. Elle s'est rassise sur sa chaise. La pleine réalité de sa situation la frappant enfin. Qu'est-ce que je suis censé dire aux gens? Dis-leur la vérité. Dis-leur que tu as eu exactement ce que tu voulais. Au cours du mois suivant, la regarder se démener pour reconstruire sa vie a été presque instructif. Elle avait coupé tellement de ponts avec ses plaintes constantes que même ses amis les plus proches ne semblaient pas surprises par la nouvelle du divorce. Sa sœur, qui avait soutenu le plan de divorce quand c'était l'idée de ma femme, était nettement moins enthousiaste quand la situation s'est retournée. Sa mère, qui était d'accord qu'elle méritait mieux, semblait confuse quand mieux signifiait vivre dans un studio et partager les frais d'épicerie avec une colocataire. En août, j'avais emménagé dans un appartement en centre-ville avec vue sur la rivière. Mon entreprise de consulting était florissante, en grande partie parce que j'avais maintenant le temps et l'énergie de m'y consacrer pleinement. Le poids de devoir constamment me défendre, d'essayer constamment d'obtenir l'approbation de quelqu'un qui avait déjà décidé que je n'en valais pas la peine, avait disparu. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'elle sortait avec quelqu'un de nouveau. Ses publications sur les réseaux sociaux montraient des photos d'eux dans des restaurants chers et lors de voyages de week-end. Elle était revenue à son schéma d'étalage public, essayant de prouver son bonheur à un public. J'espère sincèrement qu'elle est heureuse. Plus important encore, j'espère qu'elle a appris quelque chose de cette expérience. Mais ce n'est plus mon problème. La tache de café de ce matin de juin est toujours sur le sol de la cuisine de notre ancienne maison. Les nouveaux propriétaires remplaceront probablement ce carrelage un jour, mais pour l'instant, elle est toujours là. Un rappel permanent du moment où prétendre que tout allait bien est finalement devenu impossible. Le mariage ne me manque pas. Ce qui me manque parfois, c'est la personne que je pensais qu'elle était quand nous nous sommes mariés. Mais cette personne n'a probablement jamais été réelle. C'était juste la version d'elle-même qu'elle présentait quand elle pensait encore que je valais peut-être l'effort. L'ironie, c'est qu'à la fin, elle avait raison sur une chose. Elle méritait mieux qu'un mari qui tolérerait d'être traité comme un prix de consolation. Et je méritais mieux qu'une femme qui me voyait comme telle. Il s'avère que nous avons tous les deux eu ce que nous méritions. Notre histoire est terminée. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.